Merci. Le merci, il va s'adresser à certains de mes collègues ici, il va s'adresser au CETOP, il va s'adresser à certains étudiants, notamment en informatique, qui nous aident dans un projet qui se fait ici. Même si je suis de Nanterre, le remerciement, il est au cours d'un séjour précédent, d'avoir eu une idée avec quelques collègues, et l'idée c'est de dire, puisque le tourisme représente 11% de l'économie polynésienne, est-ce qu'on ne pourrait pas essayer de s'intéresser à un des éléments qui contribue à son développement, à son maintien, c'est-à-dire cette grande quantité d'avis qui est déposée dans les réseaux sociaux, sur les plateformes de réservation, à la Booking, sur les comparateurs à la TripAdvisor, je parlais de réseaux sociaux, on pense à Twitter, etc., etc., sans compter le nouvel acteur montant qu'est Airbnb. Je rappellerai, puisque je suis parisien d'habitude, qu'à Paris, 80 000 lits sont proposés par les hôtels. Et aujourd'hui, cet été, Airbnb représentera à peu près 120 000 lits proposés. C'est-à-dire qu'Airbnb, aujourd'hui à Paris, mais dans d'autres villes du monde, a une capacité d'offre plus importante que l'hôtellerie, on va dire, traditionnelle. Et un Airbnb à Paris, 57 000 offres en février, qui représente à peu près 1 million d'avis. Donc 1 million d'avis, je montrerai un petit peu tout à l'heure, c'est un volume considérable de deux points de vue. Du point de vue du chercheur ou du spécialiste d'études de marché que je suis, on a une mine pour essayer de comprendre quelle est l'expérience et comment vivent l'expérience des consommateurs. Mais le deuxième point de vue, c'est 1 million de contenus qui permettent une exposition plus ou moins importante des acteurs auprès du public. N'oubliez pas que dans le tourisme, jusqu'à une période récente, ceux qui avaient le contrôle de la communication étaient les chaînes hôtelières, et qu'aujourd'hui, ils n'ont plus le monopole de la parole. Voilà l'enjeu économique. Alors, la présentation, on va l'appeler simplement le sentiment des îles. Je vais être plutôt technique dans cette présentation. Je vais m'intéresser plus au premier volet, c'est-à-dire comment on peut exploiter ces contenus pour en tirer des indications sur la satisfaction des consommateurs, le sentiment, ce qu'on appelle l'analyse du sentiment, pouvant être une alternative à des moyens relativement coûteux d'obtenir cette information, qui sont les enquêtes traditionnelles. Là, vous avez juste une petite illustration, un de nos premiers résultats, un petit nuage de mots tout simple, où on a extrait simplement les adjectifs utilisés par les internautes dans la plateforme TripAdvisor. Je crois qu'on couvre ici 44 000 commentaires à ma connaissance. Alors, oui, parlons tout de suite concret. Quand on parle d'avis, voilà, 3 avis tirés un petit peu au hasard. Ils concernent un grand hôtel de Tahiti. Donc, tout notre enjeu, c'est d'essayer d'analyser ça. En termes de quantité, vous comprenez, si on pense, TripAdvisor représente 70 000 avis sur la région, sur la Polynésie. Donc si vous faites quelques multiplications, à peu près 200 mots, 200 caractères par avis, ça veut dire qu'en fait le volume qu'il faut analyser, c'est pas encore du big data réellement à cette échelle, mais ça représente à peu près 40 livres de 250 pages. Donc l'enjeu, c'est construire, essayer d'obtenir de la connaissance de ça, c'est comment on extrait l'information en lisant 40 livres, mais le plus rapidement possible. Voilà pour l'enjeu qui fixe les choses. Avant d'attaquer le vif du sujet, je voudrais faire un petit détour par ce qui a été un de mes points de départ personnels dans la recherche, c'est m'intéresser à ces nouvelles formes d'organisation qu'on appelle les plateformes, et de comprendre très rapidement leur logique, et leur logique économique. Alors, dans le tourisme, bien sûr, montée de Booking, Booking, ça représente 1 milliard de réservations. Il faut savoir que quand Booking intervient et vend une chambre d'hôtel, ils prennent à peu près 20% du prix de vente de la chambre. Donc vous comptez rapidement, 1 milliard de réservations, on va se dire à 200 € en moyenne, on ne va pas se tromper dans les ordres de grandeur. Vous avez 200 millions, ça veut dire, vous prenez 20%, Booking prend uniquement par une tâche d'intermédiation à peu près 40 milliards aujourd'hui, je parle en dollars ou en euros, pour les ordres de grandeur. Donc c'est quand même un phénomène étonnant.
Ces plateformes, elles sont extrêmement diverses. Là, j'ai évoqué celles qui sont relatives au monde touristique. L'univers des plateformes, il commence par les réseaux sociaux, naturellement les plateformes de réservation touristique, mais ça peut être des Netflix pour le cinéma, ça peut être un Alibaba en Chine qui représente un volume d'affaires aujourd'hui de 450 milliards pour un chiffre d'affaires de 45 milliards. C'est naturellement le géant Amazon, ça peut être un Blablacar qui transforme assez fortement le transport en France et dans quelques pays. C'est la révolution du commerce. Aujourd'hui, on voit une montée en puissance des plateformes de livraison. C'est la musique, naturellement, puisque les plateformes de streaming aujourd'hui ont pris le relais de la musique enregistrée. On a un regain de chiffre d'affaires. La musique enregistrée depuis les années 2000 a vu son chiffre d'affaires diminuer de 50 à 80% et remonte par cette chose. La particularité des plateformes, d'un point de vue économique, est ce qu'on appelle les marchés multiversants. On doit cette idée à un économiste français qui s'appelle Jean Tirole, qui en 2003 a fait l'analyse économique de ce genre de marché, qui n'est pas nouveau, qui n'est pas lié au digital, donc je ne parle pas du tout de technologie, je parle de modèle économique. Un modèle de plateforme, le plus traditionnel, c'est celui de la presse. Pour bien comprendre, la presse travaille sur deux marchés. Le marché des lecteurs qui achètent au numéro ou par abonnement, et puis de l'autre côté, un deuxième marché qui est le marché publicitaire. La particularité, c'est que ces deux marchés ne sont pas indépendants. Ce ne sont pas deux marchés qui représentent une diversification, c'est deux marchés qui sont interreliés. Autrement dit, si j'augmente le nombre de pages de publicité pour augmenter mon revenu publicitaire dans le journal, je vais dégrader la qualité du journal, mes consommateurs vont refuser de payer le prix, et c'est comme ça qu'ont émergé un certain nombre de journaux gratuits. Inversement, si je m'interdis de faire de la publicité, j'augmente la qualité de mon journal et je vais faire en sorte que j'obtiens un consentement à payer de mes clients. On a le cas du Canard enchaîné qui ne propose aucune publicité et qui réussit à se vendre, je ne sais plus combien ça coûte, 3 € pour 4 pages, ce qui me semble extrêmement cher en matière d'information dans un monde où l'information est gratuite. Mais les lecteurs vont tenir à ce journal. Le fait de ne pas faire de la publicité est un signe de qualité. Et puis on a entre les deux toutes les variantes. Et ce modèle de plateforme est absolument au cœur de ce qu'on évoque. Un TripAdvisor, le modèle économique est assez simple. Je sers de l'information gratuite pour permettre aux touristes de s'orienter et de faire des choix, et une information de qualité parce qu'elle est sourcée auprès des consommateurs de ces hôtels. Donc on a un élément de véridicité dans les contenus, même s'il y a eu une petite polémique il y a quelques années sur les faux avis et ce genre de choses. On doit considérer aujourd'hui que cette question est close. Elle est notamment close grâce à la technologie. Vive le machine learning, vive les méthodes de détection de fake. Aujourd'hui, on censure. Ces grandes plateformes ne peuvent plus se permettre de laisser de fausses informations sur leur plateforme. Et ont une tendance à nettoyer. Je le montrerai tout à l'heure, dans un instant. Pour la Polynésie, c'est très clair, le nombre de commentaires sur TripAdvisor a complètement chuté. Ça n'est pas dû à un changement brutal de comportement des consommateurs, mais très certainement à un filtrage renforcé de TripAdvisor. Donc TripAdvisor est alimenté par les consommateurs qui sont les producteurs. Ça, c'est un renversement absolument fantastique dans le monde des plateformes. Quand c'est gratuit, vous êtes le produit, pour reprendre la grande expression. Donc aujourd'hui, les clients de TripAdvisor ne sont pas les consommateurs, comprenez bien. Les clients de TripAdvisor, eh bien, ce sont les plateformes de réservation, c'est-à-dire les Booking, les Opodo, les noms m'échappent, mais qui, effectivement, vont, lorsque vous êtes sur TripAdvisor, il y a un petit endroit, effectivement, vous consultez l'hôtel et vous allez avoir une offre d'une des plateformes, pas des hôtels, des plateformes directement, qui servent d'intermédiaires, qui vont reprendre. Voilà le fonctionnement général des plateformes. Et on est dans un monde, effectivement, le monde des commentaires n'est qu'un des éléments de cette économie générale des plateformes. Je ne vais pas trop approfondir là-dessus. S'il y a des questions, on pourra y revenir, mais ça me semble important de le souligner. Un ou deux exemples là-dessus de l'utilisation des commentaires par les plateformes. Netflix. Netflix, c'est un des plus beaux cas. Netflix est le grand gagnant de la VOD dans le monde. D'accord ? On est à peu près à 120 millions aujourd'hui d'abonnés. 10 € par mois, vous comptez, c'est quand même pas mal. 1,2 milliard, 1,2 milliard fois 12, on est déjà à 14 milliards.
et on est parti pour aller vers les 200 millions, hein, tranquillement. Donc on est sur des échelles extrêmement grandes. Tout le modèle de Netflix, pour satisfaire les consommateurs, s'appuie sur un usage systématique, alors s'appuyer, on va dire, sur les notes que donnaient les consommateurs au film. Connaissant les notes qui sont données pour un film, quand vous vous connectez à Netflix, en un instant, selon les recherches que vous faites ou les choix que vous faites, Netflix, en une fraction de seconde, va avoir une idée des films que vous avez envie de voir et va composer la page. Alors pour ceux qui sont abonnés à Netflix, hein, vous savez, c'est ces lignes. Donc chaque ligne représente un algorithme de recommandation basé sur les notes, éventuellement les commentaires, aujourd'hui essentiellement sur le temps passé à regarder les films. Vous regardez 5 minutes un film, vous arrêtez, c'est que ça ne vous intéresse pas. Donc on a un signal de désintérêt. Et si vous le regardez complètement, c'est que c'est dans votre genre et ça va être réincorporé. Vous avez sur la gauche, je ne vais pas trop détailler, mais la méthode générale qui est utilisée par Netflix. Hein, donc on prend les données, on entraîne des modèles, on évalue les modèles, on génère des hypothèses sur les modèles, on fait tourner, et quand on a quelque chose qui fonctionne, on le réintroduit. Donc par exemple, si on veut changer une bande, hein, les amis recommandés par vos amis, les films recommandés par vos amis, on va essayer de changer l'algorithme, et on va faire ce qu'on appelle de l'A/B testing, hein, c'est un peu technique, c'est-à-dire on va prendre 2 échantillons, 20 millions d'un côté, 20 millions de l'autre, et on va regarder qui va avoir une consommation un peu plus importante. Et puis il y a un autre algorithme, il y a un algorithme des algorithmes, celui qui est vertical, c'est-à-dire qui ordonne les algorithmes. Toute l'idée, c'est qu'en haut à gauche, c'est là où on va retrouver les films que vous avez le plus de chances de regarder. Le but, bon ça participe à une économie générale, l'objectif est très très simple, c'est faire en sorte que les consommateurs n'hésitent pas. Quand un consommateur hésite, il n'achète pas. Voilà, ça c'est la loi générale. Donc tout l'enjeu, c'est de proposer du premier coup ce que les gens vont souhaiter. Et ça, dans un univers, ça à comprendre profondément commercial, où trop d'offres tue l'offre. Donc, dans un monde où le nombre de références a complètement explosé, je vais vous donner une indication, hein, un hypermarché normal, un bon Carrefour, c'est 30 000 références de produits. Nous, consommateurs, on a pris l'habitude de faire des choix parmi 30 000 références. C'est pas beaucoup. Un Amazon, c'est 1,5 million pour chacun des catalogues. Au total, 7 ou 10 millions de références. Et ça, c'est hors de portée du cerveau et la pensée du consommateur de pouvoir faire un choix. Donc ce type d'entreprise fait le choix à notre place, connaissant nos habitudes, connaissant nos amis, connaissant toute une série d'autres éléments et s'appuyant notamment sur ses avis, ses notes et d'autres éléments. Je vais passer là-dessus, c'est un peu trop technique, et évoquer Facebook. Je vais juste nuancer une chose sur Netflix. Netflix ne cherche pas forcément à satisfaire les consommateurs. Ce que cherche Netflix, c'est à proposer aux consommateurs des idées de films qui vont leur plaire, mais pas n'importe quel film, de préférence des films de niche, ce qu'on appelle des films de niche, c'est-à-dire des films qui ont une petite audience, donc qui ne valent pas beaucoup, pas très cher. L'enjeu pour Netflix, c'est que si la proportion de ses consommateurs, une forte proportion de ses consommateurs regardent des films de niche, ils vont être moins dépendants des blockbusters et donc auront moins de droits de diffusion à payer, et donc des marges beaucoup plus importantes par rapport à leurs concurrents, un Canal+, par exemple, qui est clairement en dehors du marché maintenant, ou un Orange VOD, qui ont des tailles beaucoup trop petites pour pouvoir être en compétition avec eux. Les avis, les commentaires, on va les retrouver sur des plateformes de réseaux sociaux, par exemple chez Facebook. Chez Facebook, ça prend la forme du fil que tout le monde suit. Hein. J'imagine ici 90%, tout à l'heure, va regarder son Facebook ou pendant la séance. Et on a un fil, et vous avez remarqué que ce fil n'est plus chronologique. C'est un fil qui est algorithmique. Ils ont une recette un peu spéciale où on va mettre plutôt des nouvelles qui viennent de nos amis proches avec lesquels on est en interaction, etc., etc. Et il y a, je n'ai plus la date en tête, ça devait être vers 2016 à peu près, 2017, ils ont procédé à une expérience assez importante, et l'expérience a porté sur 700 000 internautes anglais,
Et ils sont amusés à manipuler ce fil, mais selon une règle assez simple et précise, c'est-à-dire enlever des commentaires, des avis, des posts positifs et négatifs, et à observer le comportement de ceux qui sont exposés à ce poste. Et quel comportement? Le comportement de production. Autrement dit, l'idée, c'était de dire, bon, si j'enlève 10 ou 20 ou 30 ou 40% des posts qui auraient une tonalité négative, alors pour savoir qu'il y a une tonalité négative, il va falloir faire les opérations que je vais montrer ensuite. Calculer un sentiment du post, est-il positif ou négatif? On enlève ces quantités et on observe ensuite quel est le comportement de l'utilisateur. Et on va se rendre compte que si on diminue les contenus négatifs, eh bien, les contenus négatifs produits par l'utilisateur vont se réduire. Si au contraire, on augmente les contenus positifs, la production de contenus positifs va augmenter. Vous comprenez que Facebook, dont les clients ne sont pas vous, ne sont pas les utilisateurs, mais les publicitaires, a tout intérêt à faire en sorte qu'on soit au royaume de Walt Disney, où tout le monde est heureux, où tout est merveilleux. Et comme nous, internautes, nous sommes des producteurs désormais, nous ne sommes plus des consommateurs pour Facebook, nous sommes l'usine de Facebook, nous sommes l'usine à contenu de Facebook, ils essaient de cette manière de contrôler notre production pour fabriquer un monde féerique et bien heureux, en quelque sorte. On est dans un petit peu cet esprit-là. Alors, sur les notes elles-mêmes, je ne vais pas trop donner de conseils, je voudrais juste avoir deux interrogations. Je vais commencer par les notes, on va revenir aux avis. Alors, on peut se poser la question sur les notes de savoir si on n'a pas affaire à des indicateurs biaisés. Et la réponse, elle est clairement oui. Les notes ne reflètent pas aujourd'hui la réelle satisfaction des consommateurs. Vous le voyez ici dans la distribution, oui, le grisé ne passe pas dans mes histogrammes, en tout cas de mon point de vue, mais le phénomène général, on le revoit tout en haut, c'est ce qu'on appelle la déviation à droite des notes, c'est-à-dire tout le monde, aujourd'hui, a pris l'habitude de mettre des 4 et des 5. C'est très clair pour Uber, qui a adapté son échelle de notes à la nouvelle situation. Il y a ne serait-ce que 2 ou 3 ans, lorsqu'on mettait un 3 à un chauffeur Uber, ça voulait dire, bon, juste moyen, le 1 ou 2 catastrophique, le 4 c'est très bien, le 5 c'était fantastique. Aujourd'hui, la signification des notes a changé, un 5 c'est bien, 4 c'est mauvais, et tout ce qui est en dessous c'est catastrophique. Sachez que dans le cadre Uber, lorsque les chauffeurs ont une note moyenne inférieure à 4,6, ils sont mis sur la sellette et leur application peut disparaître du jour au lendemain. Ils sont déconnectés et mis dehors. Ce sont des travailleurs indépendants, mais on fait en sorte, on les domestique de cette manière, on fait de la GRH par application et par le système des notes. Donc la note n'est pas forcément fiable, ne va pas refléter un état de satisfaction des consommateurs, mais en tout cas va être un moyen de discipliner la force de production qui est présente. Donc on peut se poser des questions sur ces notes, je ne pense pas qu'elles soient très fiables. Elles dépendent ensuite, ces notes, énormément du type de plateforme et des mécanismes qui sont mis en place sur la plateforme. Ça, c'est un petit exemple. Vous avez des superpositions de distribution de notes, 1 étoile, 2 étoiles, 3 étoiles, 4 étoiles, 5 étoiles, pour des plateformes de cinéma. Vous observez que le Fandango est complètement centré sur le 4 étoiles, voire le 5 étoiles. Donc une concentration à droite telle que je viens de décrire. Mais si vous regardez un site américain qui s'appelle Rotten Tomatoes, si on suit la ligne qui est en noir, qui est en bas, vous voyez qu'on a une distribution uniforme, on a presque autant de mauvaises notes que de bonnes notes. Mais ça, c'est le concept éditorial de Rotten Tomatoes qui tire sa crédibilité justement du degré critique des notes qui sont données. Alors ça, c'est aussi assez troublant, ça fait partie de notre projet d'étude, c'est d'essayer de comprendre comment, d'une plateforme à l'autre, les notes sont formées et vont être plus ou moins positives. Si on est dans le tourisme, je pense que c'est ce qui intéresse le plus la salle, ben, vous allez voir toute la différence entre un TripAdvisor et un Airbnb. Sur TripAdvisor, les consommateurs sont libres de mettre des commentaires sur des hôtels qu'ils n'ont pas forcément fréquentés. Dans Airbnb, là, il y a une contrainte forte, on ne peut donner un avis que si on a fréquenté l'appartement ou la maison, le logement donné. La différence entre les deux, c'est que dans le premier cas, on n'a aucun lien avec l'hôtel, aucune relation, donc les internautes peuvent se sentir libres et extrêmement critiques. Dans le cas de Airbnb, comme il y a eu un contact avec l'hôte,
au moins distants, puisqu'aujourd'hui sur Airbnb, on a plutôt des professionnels que des amateurs, hein, et même lorsqu'on a des amateurs, ils se sont professionnalisés, ou ils ont adopté des comportements hôteliers. Donc l'idée de l'expérience, de la rencontre, laissez ça aux gens de marketing. La réalité, c'est une place de marché de location comme les autres, bon, terriblement efficace, mais quand même. Dans ce cas-là, il y a eu engagement à l'égard. Donc on aura une certaine retenue à mettre des mauvaises notes ou à des commentaires qui sont mauvais. Moi, je m'attends à ce que systématiquement, les notes données et les avis donnés par Airbnb soient beaucoup plus favorables que les notes données par TripAdvisor. Pas dire forcément que je vais défendre cette entreprise ou cette marque, mais par le mécanisme même, on fabrique une note. C'est comme à l'école, hein. Les notes ne reflètent rarement les qualités des élèves. Elles reflètent surtout la politique de l'enseignant. On sait très bien que le prof de sport met des plutôt bonnes notes et le prof de maths, parce que pour garder la crédibilité des maths, qui est quelque chose de difficile, a tendance à mettre des notes plutôt négatives. Donc la question de la note est une chose extrêmement délicate à traiter. Est-ce que ce sont des indicateurs fiables, fiables au sens répété, que quelles que soient les circonstances et les plateformes, on obtienne la même chose? Bah, vous avez la réponse ici. On croise ici les rangs de Airbnb, les notes, enfin on rank, on classe les offres donc des hôtels ici, hein. Il peut y avoir des hôtels dans Airbnb, hein, pour ceux que ça surprendrait, il y en a même de plus en plus. Ici c'est très clair, hein, la quasi-totalité des pensions de famille maintenant commercialisent via Airbnb, mais de la même manière, dans Booking aujourd'hui ne se limite plus du tout aux hôtels. Vous trouvez des grands appartements. Leur politique, elle est plutôt dans le haut de gamme. Mais à Paris, un cadre supérieur qui veut prendre un hôtel ne va plus à l'hôtel. Il préfère se trouver un bel appartement. Dans les gammes de prix, on a une gamme de prix beaucoup plus large chez Airbnb que dans toute l'hôtellerie, hein. À Paris, le moins cher, 20 €, le plus cher, 25 000 € la nuit. Et là, vous voyez, il n'y a strictement aucune corrélation, une corrélation très faible entre les notes, le rang sur Airbnb et le rang sur TripAdvisor. Bon, ça peut poser question, ça fait partie de notre projet de recherche. Est-ce qu'on observe le même type de phénomène dans la région et quelle valeur on peut accorder à ces choses? Ce qu'il faut bien comprendre quand on parle des notes, c'est qu'on est dans une grande machine à fabriquer de l'opinion. Pour être assez clair et synthétiser mes propos, j'ai mis en anglais, désolé, mais ce que j'appelle UGC Activities, hein, c'est User Generated Content, donc c'est les activités de production de contenu générés par les utilisateurs. Donc on parle des avis, de ce qui est apporté par ces travailleurs gratuits d'une certaine manière, et c'est ce stock qui est constitué, mais 70 000 avis TripAdvisor en Polynésie, ben, ils sont alimentés par deux choses. Un, effectivement, l'action volontaire des consommateurs qui, suite à une expérience bonne ou mauvaise, vont se sentir suffisamment motivés pour y participer, mais il faut savoir qu'ils sont une proportion infime, hein. C'est moins de 1%. Juste pour les chiffres, on a 70 000 avis TripAdvisor cumulé sur 10 ans à peu près, hein, l'essentiel sur 10 ans, et vous avez à peu près 220 000 touristes enregistrés arrivant en Polynésie. Si vous faites sur 10 ans, c'est plutôt 2 millions. Donc 70 000 sur 2 millions, vous comptez le taux de participation, il est dans les ordres de grandeur du pourcent, hein. Ceci dit, ce pourcent, il est énorme parce que si vous voulez une autre comparaison, quand on parle de marketing digital, que ce soit du display, que ce soit quels que soient les formats, le taux de clic, le taux de réponse, il est de 0,05%. Voilà. J'ai étudié un beau papier que j'ai sur le cas d'une banque. Pour pouvoir obtenir 3000 clients, il faut générer 1 milliard d'expositions. Donc on est dans un monde où le rendement est extrêmement faible. Ce n'est pas un problème puisque la production, donc les impressions, hein, le fait d'afficher, lui coûte très très peu. Il n'y a pas de papier, on peut dupliquer presque à volonté, donc on est dans un monde complètement inflationniste. Et un des grands problèmes de l'industrie publicitaire, c'est justement la baisse de ses rendements. Voilà.
Mais l'autre source, naturellement, c'est les mensonges des propriétaires d'appartements, hein, qui vont, enfin les fakes, hein, voilà, d'hôtels. Ça peut être des actions de hackers, ça peut être des manipulations qui viennent d'ailleurs. Ces flux rentrent. Ils rentrent, ils alimentent cette base-là qui, naturellement, est modérée. Ça, c'est le point commun de toutes les plateformes aujourd'hui. Il y a une grande industrie qui est en train de se développer dans le monde, qui est l'industrie de la modération. Pour YouTube, vous avez 10 000 personnes. 10 000 personnes, c'est la taille d'une industrie. Hein. Cherchez une entreprise de 10 000 personnes. 10 000 personnes qui passent leur temps à regarder les vidéos pour compléter le travail des algorithmes et du machine learning qui fait la détection automatique et éliminer tout ce qui porte au harcèlement, à la violence, à ce genre de contenu, dont YouTube ne veut pas, parce que si ce type de contenu était trop abondant, ça dégraderait complètement la qualité de la chaîne et des chaînes qui y sont portées. Donc on a du travail de modération, on a naturellement les plateformes elles-mêmes au travers de leur design et de différents mécanismes qui y sont, qui font qu'on va inciter ou pas inciter certaines choses. Aujourd'hui, dans le monde du commentaire, il y a un petit bouton qu'on voit de plus en plus qui pose la question, qui fait évaluer les avis. Donc, on a des avis sur les avis. On passe au deuxième degré, on appelle ça le usefulness. Quelle est l'utilité de l'avis que vous avez vu? Cette information, on peut la retraiter pour pousser en avant les commentaires qui sont les plus intéressants. TripAdvisor, jusqu'à présent, c'est pas mal parce que les avis sont présentés de manière très, comment dire, je ne vais pas dire honnête, mais désintéressée, ou en tout cas sans action particulière, puisqu'on a simplement des avis qui sont antéchronologiques. Vous avez le dernier avis, l'avant-dernier, etc. à la suite. Mais on peut imaginer que dans un moment, ils vont décider de changer l'algorithme et faire monter en première page, il y a 5 avis en première page, les avis qui ont été considérés comme les plus utiles. Et ça, c'est la tendance générale, c'est faire la modération. Vous m'avez posé une question dans la presse. Une des techniques pour résoudre le problème des avis dans la presse, parce que les commentaires d'articles dans la presse, c'est souvent désastreux, on est au bord de l'insulte, souvent mal écrit, on est pire que dans le café du commerce, et ça dégrade la qualité des journaux. Avec un peu de machine learning et d'intelligence artificielle, on pourrait restructurer par thématique, il y a des produits qui existent, restructurer par thématique ce type d'avis et les pondérer et régler la probabilité d'apparition en fonction de leur intérêt. Tout ça, c'est des choses qui sont en cours et qui vont se développer. Alors, naturellement, ces volumes importants d'informations disponibles, plus ou moins accessibles, sont plus ou moins crédibles et valides. Valides, c'est-à-dire vrais, pas trop faux. Crédibles, ça c'est quand même le plus important en matière de communication. Ce qui compte, ce n'est pas les messages, c'est la crédibilité de la source. Un message publicitaire qui n'a pas de source, personne n'y croit. L'auteur est beaucoup plus important que le message en publicité. C'est pour ça que les grandes marques fonctionnent bien, parce que les marques sont crédibles. Quand un Coca-Cola communique, il est crédible. Donc ces messages passent. Quand une petite entreprise communique, personne ne la connaît, il n'y a aucune chance qu'il y ait un impact de la publicité. Donc l'enjeu de la crédibilité est absolument capital, crédibilité des marques. Et puis effectivement, ça va influencer les décisions de choix, les comportements. Il y a une flèche qui me manque ici. La première décision aujourd'hui, c'est celle de contribuer de manière directe, et puis l'autre, naturellement, c'est d'acheter. Donc on repasse à l'expérience. Et l'art des plateformes, c'est par différentes techniques de réussir à orienter les contenus dans une direction, naturellement, qui les favorise. Aucune de ces plateformes n'est philanthropique. L'objet est quand même bien le profit. Il faut être assez clair, on est dans une économie capitaliste. On va passer maintenant un peu au deuxième registre. Ça, c'était la toile de fond. Maintenant, on va rentrer dans ce qui est un peu plus notre centre d'intérêt ici, c'est de dire, tiens, il y a une mine d'or, donc voilà typiquement une fiche TripAdvisor. On a des éléments numériques là-haut, donc d'évaluation de notes sur différents features, différents attributs, différentes caractéristiques. Tout le monde ne remplit pas ça. On va avoir ce type d'informations et naturellement, la partie importante, c'est l'avis qui apparaît ici. Je vous en ai montré quelques-uns tout à l'heure. Alors, qu'est-ce qu'on fait à partir de ça? On utilise différents instruments
Je ne vais pas les évoquer, ça non plus, je ne vais pas l'évoquer. On va passer directement à ce qu'on appelle l'analyse du sentiment, et ça c'est un de nos enjeux, c'est d'essayer de construire des indicateurs de sentiment à partir de ce type de données. Alors petite parenthèse, on n'est absolument pas lié à TripAdvisor, on utilise des méthodes qui sont connues dans le monde du digital au travers du terme de scrapping, c'est-à-dire qu'on utilise des outils, des petits robots qui vont se balader sur les pages et qui copient l'ensemble de ces éléments. Une page web, c'est une page HTML, c'est du code, donc c'est relativement facile à lire. Et là, je vais remercier Harry, qu'il me pardonne si je l'ai mal prononcé, et Léry, qu'on a vu tout à l'heure, qui nous ont fabriqué à l'université un outil permettant de récolter ces données sur TripAdvisor de manière indépendante de la firme. Se posent des petites questions de droit qui sont aujourd'hui obscures. J'ai fait quelques petites recherches en matière juridique. Le scrapping n'est pas interdit. Il est interdit quand il a un usage commercial et qu'on fait une copie conforme d'un site pour la réexploiter ailleurs. À partir du moment où on transforme, le juge ne semble pas trop protester. Les plateformes ne protestent pas non plus de manière trop véhémente. La situation, ça c'est grosso modo une estimation de la production donc des avis sur TripAdvisor au cours de la période. Hein. Donc vous voyez toute l'histoire du Web 2.0, hein, là. C'est très confidentiel jusque 2009-2010. À partir de 2010, c'est le début de la grande vague collaborative. On a une explosion de la production de commentaires en Polynésie, hein, clairement. Et puis, vous voyez que depuis 2016, 17, on a une baisse de la production que j'attribue pour l'instant, mais simplement une hypothèse, au phénomène de filtrage et d'un durcissement de la politique de TripAdvisor à l'égard des fakes. Donc aujourd'hui, moi j'aurais plutôt confiance dans les avis de TripAdvisor, hein, pour être clair. Alors, à quoi ça peut servir? Naturellement à classer les hôtels. Ce n'est pas forcément un début du projet, mais ça pourrait être une idée, hein, de faire le concours ou le classement des hôtels les mieux évalués par les consommateurs, de manière directe. Donc ça, c'est notre travail. On l'a déjà fait. J'ai masqué le nom des hôtels pour l'instant. On n'a pas encore une certitude totale à l'égard de la méthode et des calculs, mais disons qu'on peut transformer chaque avis en note. Ce n'est pas les notes qui sont données par les consommateurs, hein. C'est la note que l'on déduit à partir du texte. Et on le fait pour la raison simple qu'on n'a pas tout à fait confiance dans les notes qui sont données pour les mécanismes psychosociaux qui sont à l'œuvre dedans et qui font que finalement les notes aujourd'hui, elles sont toutes de 4 ou 5, il n'y a quasiment pas de variance et le consommateur qui aurait à faire un choix ne se fie pas forcément aux notes. On se fie aux notes, on ne se fie pas forcément aux notes, on se fie beaucoup au nombre de commentaires, qui est une variable beaucoup plus importante, puisqu'elle signale l'expérience de l'offreur. Donc le but, c'est de fabriquer ce type de choses. Ici, on a pris un des grands hôtels de Tahiti, je vais éviter de citer le nom, mais on leur dira demain, puisqu'on va les voir, c'est la distribution du score de sentiment que l'on a fabriqué. Alors globalement, c'est très positif, hein, parce que ça, c'est 0. Donc toute cette partie-là sont les commentaires plutôt positifs. Et quand on regarde de près, qu'on est un peu statisticien, on observe ici un petit groupe qui est complètement emballé. C'est comme si on avait deux populations qui étaient présentes. Alors comment on calcule ce type de sentiment? Là, il n'y a pas d'intelligence artificielle. On utilise des dictionnaires de mots auxquels d'autres chercheurs, dans des travaux préalables, ont essayé d'évaluer le caractère positif ou négatif. Hein. Amour, c'est positif, haine, c'est négatif. Plus 1 pour amour, moins 1 pour haine. Et on a, comme ça, dans le dictionnaire qu'on emploie, 2300 mots d'usage courant qui sont valués. Et l'algorithme va lire chacun des commentaires et va compter les points. On obtient un score, et ce score est la note de sentiment. Alors, quand on regarde de plus près, là, on rentre dans la machine. Alors, oui, je vous donne juste pour comparer. Ça, c'est, j'ai fait le même exercice sur Airbnb à Paris. J'aurais aimé le faire sur la Polynésie, mais je n'ai pas la source qui recense les notes sur la Polynésie. Et à Paris, ça m'amusait parce que c'est du gros volume. J'ai traité 1 million de commentaires.
Donc là, vous observez une configuration générale. En moyenne, c'est bien moins important que le grand hôtel de Tahiti, qui a 4 et quelques. Ici, on est à 3. Sauf qu'on a beaucoup moins de sentiments négatifs. Si vous mettez le 0 ici, vous voyez que la proportion des négatifs est beaucoup plus faible. Et puis, on a une variance qui est beaucoup plus réduite. Bon, ça peut se comprendre, c'est pas du tout les mêmes produits. Lorsqu'on est dans l'hôtellerie, même au sein d'un hôtel, surtout le type d'hôtel qu'on va retrouver ici, il y a d'énormes différences à l'intérieur de l'hôtel. Être dans le bungalow sur pilotis et dans la chambre en fond de cour, pas loin des poubelles, c'est le cas dans la plupart des hôtels, c'est pas du tout la même prestation et ce sera pas du tout la même chose. Donc là, on a une chose sur cet hôtel qui est intéressante, c'est qu'il y a une très grande variance dans la perception alors que les gens vivent au même endroit. Ben, il va falloir réfléchir dans ce cas-là à pourquoi et comment. Dans Airbnb, ben, la grande masse des appartements, c'est généralement des appartements pleins. On loue pas beaucoup une chambre isolée. Les péniches bateaux, on peut dormir sur un bateau, un voilier à Paris, hein, il n'y a pas de problème. Mais en gros, c'est 2 ou 3 parmi 57 000. Donc ça, c'est monté en avant. Là, il y a une très belle opération marketing qui est faite par Airbnb à Paris. Ça va être loger au Louvre. Ils vont faire un concours où le gagnant aura le droit de loger sous la pyramide. Bon, c'est contesté, ça fait polémique, ça fait du bruit, tant mieux pour eux. C'est vraiment une belle opération de com'. Mais globalement, l'appartement moyen à Paris, c'est simple, hein, c'est la chambre de bonne. La plupart des propriétaires ont mis les étudiants dehors et préfèrent... Ben oui, parce qu'une chambre de bonne, vous la louez 80 € pour moins de 10 mètres carrés. Alors qu'un étudiant, c'est 550 € par mois. Donc vous comprenez qu'aujourd'hui, Airbnb, ça a été ces 3 dernières années une énorme opportunité immobilière pour des gens qui avaient un peu d'argent à investir. Un appartement coûte 120 000 €, vous investissez dedans et vous pouvez en tirer un revenu important. Naturellement, la mairie de Paris est en lutte contre ça, met en place des contrôles, limite le nombre de nuits, etc., etc. Mais l'homogénéité du produit fait qu'on a une homogénéité de la note et du sentiment, même si en moyenne, c'est inférieur. Finalement, pas de beaucoup, hein, au passage, pour piquer un peu, s'il y a des hôteliers dans la salle. Au fond, Airbnb, avec une chambre de bonne, arrive à avoir un score qui n'est pas très loin de celui d'un 4 ou 5 étoiles ici à Tahiti. Ça méritera des réflexions. Alors on peut faire des trucs très fins. Les trucs beaucoup plus fins, pour analyser les comportements, vous les avez dans ces 2 images, j'espère que c'est assez clair. On va voir les courbes. Moi j'ai voulu tester l'outil, c'est pas moi qui l'ai inventé l'outil, on l'a pris, on utilise un langage dans lequel, en open, un langage open qui s'appelle R pour les techniciens, auxquels contribuent des millions d'informaticiens dans le monde. Eux-mêmes sont organisés en plateforme. Hein, au passage, tout le monde aujourd'hui tient dans une plateforme qui s'appelle GitHub. 28 millions de développeurs y déposent leur code. Voilà. C'est la caverne d'Ali Baba pour des gens comme moi. On va chercher des petits morceaux. C'est dans ce genre de choses qu'on va chercher nos outils. Et là, donc, on teste l'outil, notamment, d'analyse du sentiment, et j'ai voulu regarder si le sentiment était lié à la taille des avis, la longueur des avis, en nombre de caractères. Et puis je me rends compte qu'effectivement, on a une corrélation 0,37 qui n'est pas si nulle que ça. Ce qui nous amène à une décision, c'est de dire on ne peut pas utiliser ce score directement parce qu'il est beaucoup trop lié à la longueur des commentaires, et on va standardiser pour le ramener au kilo. Donc on raisonne à un indice, quel est le sentiment pour 100 caractères, hein, donc une densité de sentiment plutôt qu'un sentiment brut lié à la taille. C'est ce que vous avez sur la courbe de droite. Et si vous lisez ça de manière plus comportementale, moins statistique, on va découvrir une chose assez intéressante. Vous voyez que la pente, elle est négative. Ça veut dire que plus le texte est long, plus l'avis est négatif. Alors là, c'est assez remarquable, et on reverra ça juste après. On va voir des différences de comportement. La différence de comportement, c'est que les internautes qui sont heureux, oui, c'était absolument formidable, merveilleux, le lagon était d'un bleu profond, je suis tombé amoureux de Tahiti et de la Polynésie. Ces textes-là vont être très courts, très rapides.
Par contre, quand il y a du contenu négatif, je pense à un commentaire que j'ai dû voir, qui était intéressant, une petite dame qui voulait rester dans son hôtel jusqu'à 16 ou 17 heures alors que le check-out était à 11 heures, parce que son avion était à 11 heures du soir. Vous voyez la situation, un hôtel près de l'aéroport, ça précise les choses. Effectivement, là, son texte faisait quasiment 2000 caractères. Et point par point, elle démontait l'hôtesse, le directeur, toute la série. Donc les commentaires négatifs, la récrimination, vont se manifester avec acrimonie par un développement important. Voilà. Alors là, c'est très intéressant pour nous. Là. On fait la sociologie quantitative de repérer des façons de s'exprimer différentes selon la nature. Donc il y a une relation entre le style d'écriture et l'expérience vécue. Ça, c'est un premier petit résultat qu'on pourrait donner. Donc effectivement, j'ai simplifié les choses. Plus c'est long, moins c'est bon. Autre méthode. Là, c'est une autre méthode. On compte séparément le négatif du positif. Parce qu'effectivement, dans un même contenu, on peut avoir du sentiment positif et du sentiment négatif. La vie est comme ça, hein, c'est pas noir ou blanc, c'est pas plutôt positif ou plutôt négatif. On est à toujours quelque chose de mitigé. Donc là, vous avez les distributions des positifs, donc vous voyez, c'est plus plat, ça veut dire qu'il y a plus de commentaires à forte valeur positive, de l'ordre de 20. Le négatif, il est calé plutôt vers le 0, c'est ça qui explique l'asymétrie entre les deux. Et là aussi, on fait des petits trucs un petit peu compliqués. Alors là, j'ai calculé un truc qui s'appelle l'expressivité. Si quelqu'un utilise beaucoup de mots négatifs et beaucoup de mots positifs, au passage, je vous précise, dans les mots utilisés, il y a des mots neutres. Hein. J'ai, il n'y a pas de sentiment. Je suis arrivé, il n'y a pas de sentiment. Je suis arrivé, on m'a donné un collier de fleurs. Il n'y a toujours pas de sentiment. Je suis arrivé, on m'a donné un collier de fleurs et ça m'a fait du bien au cœur. Là, j'ai du sentiment. Cœur, bien, j'ai 2 points de sentiment. Hein, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc ici, ce que je me suis amusé, c'est à fabriquer un indicateur. J'appelle ça l'expressivité. C'est tout simplement la somme des deux. Est-ce que dans un texte, il y a beaucoup de choses qui expriment du sentiment ou pas beaucoup ? Et vous voyez la relation entre les deux. Là, c'est la tendance à être négatif du commentaire. Là, la tendance à être positif. Et vous voyez qu'on a une courbe bien droite, une très forte corrélation avec une forte pente entre l'expressivité et la positivité. Ben là, on a un deuxième aspect du comportement des internautes. Une deuxième chose qu'on apprend, c'est que quand les gens sont positifs, ils vont utiliser plein d'hyperlatifs. Formidable, extraordinaire, merveilleux, renversant, je suis le cul par terre, etc., etc. Par contre, quand on produit du contenu négatif, on va être beaucoup plus précautionneux, et notamment parce qu'on s'expose à la réprobation sociale. Hein. Dans la société, on n'aime pas les gens négatifs, les gens qui critiquent. Tout de suite, ils sont mis de côté. Donc les internautes qui veulent quand même exprimer un mécontentement, pour une bonne ou une mauvaise raison, peu importe, vont être beaucoup plus polissés, diplomates, faux cul, on pourrait dire, dans leurs propos. Ils vont être plus longs et utiliser un langage plus plat que ceux qui sont enthousiastes, qui vont plutôt utiliser des formules courtes avec des mots forts. Alors voilà le genre de connaissances qu'on peut construire en étudiant ce type de matériel. Alors, pour l'évolution du sentiment, là, je vous donne, dans le cas de cet hôtel, c'est plutôt positif. Ce grand hôtel semble améliorer les choses au cours du temps. La négativité est plutôt stable dans le temps. Par contre, la positivité, on sent qu'il y a une montée. Donc, sans doute, on va supposer qu'il y a des efforts de marketing, de management des services qui fonctionnent dans le cas de cet hôtel. Il y a une montée forte en 2018. Bon, là, je suis curieux de savoir ce qu'ils ont fait, ce qui s'est passé. Est-ce qu'ils ont eu des changements de clientèle? Il faut... Où ça? Bon, c'est intéressant, je ne les connais pas tous. Bon, c'est bien. Alors, naturellement, d'autres travaux qu'on va faire comme ça,
effectivement, c'est de s'amuser à comparer des classes d'hôtels. Par exemple, moi, un de mes sujets, quand on regarde l'économie des hôtels, je pense que dans le modèle hôtelier tahitien, enfin polynésien, donc l'hôtel sur le lagon avec les pilotis, la piscine au milieu, les restaurants autour, il y a une compétition qui se fait, mais qui est une compétition de qualité. La compétition, elle est très clairement la compétition de la grandeur. Ils sont tous pareils, c'est tous la même expérience, c'est tous le même spectacle. Ce qui change, c'est le nombre de musiciens le vendredi. Et je m'attends à ce qu'en fait les gagnants soient les plus gros, qui vont amener vraiment des choses fortes, et que ce qui va souffrir, c'est ce qui est au niveau intermédiaire. Je peux imaginer, c'est l'hypothèse, qu'au contraire, dans les hôtels type pension de famille, parce qu'on a une relation plus privilégiée avec le propriétaire, l'hôtelier, quelque chose de plus familial, de plus ajusté, de plus personnel, de plus personnalisé, là on peut l'avoir, aussi on a un meilleur sentiment. Et il se trouve qu'effectivement, dans nos premiers essais, c'est ce qu'on obtient, vous le voyez dans le positif. Qui est-ce qui est positif? Plutôt, je les ai classés en 4 catégories, c'est un peu artificiel, c'est mélange de prix, des étoiles données, c'est simplement une segmentation instrumentale pour nous. Vous voyez qu'ici on a un creux qui bénéficie des meilleures notes, les petits hôtels et les grands hôtels. Par contre, dans la négativité, vous voyez qu'on a des différences qui sont peut-être un peu moins sensibles et un peu moins systématiques. On ne va pas trop s'engager sur l'analyse de ça. Je ne voudrais pas qu'on utilise ou qu'on diffuse trop ce type de chiffres. Ils sont encore prévisoires. Ils expriment beaucoup plus ce qu'on cherche à faire ici, notamment par ce travail de comparaison. C'est essayer de comprendre effectivement les stratégies des uns et des autres et aider les uns et les autres à avoir les bonnes stratégies. Mais clairement, la règle, de toute façon, dans les marchés modernes, c'est que ceux qui sont en milieu de gamme ont plutôt tendance à souffrir. On a, de manière générale, d'abord une montée en gamme extraordinaire. Vive le luxe, qui n'est jamais du luxe. Ce qu'on appelle du luxe, c'est au mieux du mastige. Mais être les numéros 1, avoir le plus de se manifester le plus fort, fait gagner. Donc vous le voyez sur des produits de consommation courante, prenez des marques comme Danone, prenez des marques comme L'Oréal, qui montent en puissance, et puis après, ceux qui gagnent, c'est le low cost, c'est la marque à bas prix, et ceux qui souffrent, c'est le marché moyen, des marques dites de grande consommation, ça c'est les marchés des années 70 ou 80. Là, très clairement, on est dans le monde de la globalisation, et qui a tendance à étirer, avec les inégalités, les différences entre les marques, quoi. Soit les géants, soit ceux qui soient vraiment pas chers. Bon, à discuter naturellement. Alors bien sûr, l'intérêt de ce type d'outil, là, c'était pour évoquer les hôtels. On pourrait travailler effectivement au niveau, par exemple, des archipels ou des îles. Là aussi, prenez avec précaution ce qui pourrait sembler être des résultats ici. Ils n'ont pas vocation à être définitifs, mais c'est le type de comparaison qu'on voudrait pouvoir produire de manière fiable en travaillant avec nous. Là, c'est les premières indications sur voilà, les différents archipels. Alors, on va passer à autre chose. Ça, c'est le sentiment. Je vous ai donné une idée de la méthode et du type de résultat qu'on peut produire. Donc l'enjeu du projet qu'on mène ici, c'est d'essayer de fabriquer cet indicateur avec certaine fiabilité. Il va falloir l'éprouver encore. Mais on peut faire mieux. On peut détecter les émotions dans le texte. Alors, Plotchik, c'est un psychologue assez important, un des grands psychologues de l'émotion, qui a proposé une typologie de 8 émotions de base, la joie, j'arrive plus pas à me dire, oui, la joie, la confiance, la crainte, la surprise, la tristesse, le dégoût, la colère et les anticipations. Même genre de technique, on repère, on a des lexiques de mots qui repèrent. Alors quand je dis améliorer la technique, pour nous l'enjeu il est simple, c'est on prend des lexiques existants et on va les rendre, on va essayer de les améliorer à la manière tahitienne. Il y a toute une série de mots, et à la manière hôtelière, il y a toute une série de mots qui ne sont pas dans le lexique, mais qui sont utilisés fréquemment dans notre corpus. Ça peut être souvent des mots anglais, mais utilisés en français, naturellement des mots tahitiens qui peuvent exprimer certains sentiments, attachements. Donc,
il y a des chercheurs qui ont élaboré ce type de choses qu'on pourra essayer d'améliorer ou de compléter. Et vous avez le résultat sur nos premiers sets de données. Donc là, dans l'hôtel dont je parle, c'est toujours relatif à lui. Pour l'instant, je fais un petit test. Il a à peu près 2000 commentaires. Ça vous précisera la source. Et effectivement, là, on a plutôt des résultats très positifs. Le sentiment dominant, c'est trust, c'est la confiance, donc des signes de confiance. On se sent bien, on accède parfaitement l'hôtel, aucun rejet. L'expression de la joie vient en second. Et puis l'anticipation, ça c'est un petit peu difficile à comprendre. Disons, traduisons par vigilance, hein, l'attention qui est témoignée dans le commentaire. Qui apparaissent de manière dominante. Et toutes les émotions négatives sont vraiment beaucoup plus faibles. Alors, c'est pour être critique, parce que j'ai l'esprit un petit peu critique, j'aime bien embêter, toujours titiller, j'étais un petit peu déçu que la surprise ne revienne qu'en un troisième plan. Je me dis, le touriste qui vient en Polynésie, ben, s'il vient de France, et ça est encore une grande partie du marché, ou s'il vient d'une région plus proche, il va quand même faire 10 ou 12 heures d'avion au minimum, voire 24 heures. Alors faire autant d'avions pour arriver ici et au fond juste être bien devant un hôtel, c'est quand même un peu décevant à l'heure du marketing expérientiel dont on rebat les oreilles. De toute façon, clairement, ce n'est pas l'expérience que recherchent les touristes. Entre nous, le truc qui est clair dans les commentaires, l'important dans un hôtel, c'est le petit déjeuner. En tout cas, ça revient assez souvent, on va le revoir. Donc là, petit trou des émotions qu'on peut fabriquer, ça c'est la distribution, c'est pas la peine. Et là, on va passer au plus intéressant. Je mesure la polarité, négatif ou positif. On peut mesurer un peu plus loin les émotions qui sont traduites dans le texte. Ben maintenant, intéressons-nous à ce que disent les gens. Quels sont les sujets qu'ils emploient? Alors là, j'utilise une technique pour les connaisseurs, ça s'appelle la topic analysis. Pour les statisticiens, ça s'appelle du LDA, Latent Dirichlet Allocation Model, j'en dirai pas plus. Ce n'est pas du machine learning, mais c'est une méthode assez récente inventée par, aujourd'hui, la source première d'invention, ça s'appelle Google. Hein, donc c'est un des chercheurs de Google qui s'appelle Blay et qui a mis au point la méthode en 2003. Donc c'est ancien, mais pas trop. On cherche tout simplement à identifier les sujets de conversation. Alors je ne vais pas faire l'exercice. Ici, dans le tableau, j'ai simplement ordonné les mots qui sont le plus associés au sujet 1, au sujet 2, au sujet 3, au sujet 4. Là, il y a à peu près 9 sujets qui se détachent. Je peux avoir des formules à plus. Si je prends simplement la deuxième colonne parce qu'elle est immédiatement lisible, on va retrouver que les mots lune, miel, île, endroit, aimé, autre, incroyable. Là, on a un mot extrêmement positif et hyperlatif apparaît. Bon, ça, vous retrouvez ce que tout le monde sait, mais c'est quand même un bon signe que la méthode fonctionne. C'est tous ceux qui sont venus, dont le sujet est « j'ai emmené ma compagne ». C'est plutôt les femmes qui parlent dans les avis, pas les hommes, mais on a passé une merveilleuse lune de miel. On va retrouver, puisque cet hôtel, effectivement, n'est pas très éloigné de l'aéroport, là, vous le devinerez, je ne vois plus la colonne, aéroport, vol, proche, proximité, pratique. Effectivement, une des qualités de l'hôtel qui est évoquée est là. Alors vous allez me dire, ça c'est des évidences, naturellement, sauf que l'évidence, c'est une machine qui la trouve à partir de plusieurs milliers de textes. Et que ça nous permet d'identifier finalement quels sont les sujets qui sont naturellement évoqués par les consommateurs quand ils parlent de l'hôtel, en bien ou en mal. Donc ça, c'est le type de technique qu'on essaie d'améliorer. Alors pour faire ça, ça n'a pas été forcément simple. On n'a pas pris le texte brut. On n'a pas pris le texte brut. J'ai fait plein d'essais en septembre quand j'étais là. J'arrivais pas, ça donnait rien, c'était confus. Ici, j'ai utilisé des techniques un petit peu plus avancées, c'est-à-dire on a travaillé sur le langage lui-même, c'est-à-dire sur la grammaire. Pour moi, c'est un bonheur. Je reviens à l'école maternelle, à l'école. Oui, ça c'est positionnement des hôtels sur ces critères, je vais passer. Je reviens à mon école primaire et je suis obligé de réviser mes cours de grammaire et de syntaxe. Donc là, on va utiliser un outil qui, notamment, ici, vient de Stanford, qui s'appelle... Alors, la catégorie générale, ça s'appelle le POS. POS, ça veut dire Part of Speech, en français, élément de langage, ou, de manière plus savante, ce qu'on appelle les formes morphosyntaxiques. Autrement dit, noun, en anglais, c'est simplement nom propre. Quelle est la proportion non propre? Quelle est la proportion déterminant?
ADP, j'ai oublié. Quelle est la proportion de ponctuation? Quelle est la proportion de verbes? Quelle est la proportion de pronoms, d'adverbes, etc., etc., etc. Donc, on décompose les éléments du langage en termes grammaticaux. Alors, ça me permet tout simplement de filtrer. Par exemple, ici, je prends tout mon corpus et je filtre en 3 types. Là, moi, ce qui m'intéresse, au fond, c'est d'abord les noms communs. Alors, les noms propres, je les élimine parce qu'ils perturbent beaucoup l'analyse. Les noms propres, c'est les noms d'îles, c'est les noms d'hôtels. Ils apparaissent systématiquement dans les commentaires. Et ce qui fait que quand quelqu'un fait un commentaire sur un hôtel de Tahiti, que quelqu'un d'autre fait un commentaire analogue sur un hôtel à Bora Bora, parce qu'ils sont dans la même classe d'hôtel, parce qu'il y a Bora Bora d'un côté et il y a Tahiti de l'autre, j'arrive pas à les retrouver ensemble. Donc si j'enlève les noms, je vais retrouver plus facilement la communauté de points de vue qu'on peut avoir, quel que soit l'endroit du territoire, pour le dire très rapidement. Donc moi, les noms communs m'intéressent parce que ça me donne une indication de ce dont les gens sont en train de parler. Alors ce dont ils parlent, c'est pas très compliqué, c'est d'abord l'hôtel, ensuite la chambre, ensuite la piscine, de la nuit a l'air importante, c'est normal, la nuit, le jour, ils ne sont pas dans l'hôtel, hein, ils sont en visite. Donc ça, c'est des truismes. Mais on peut avoir des choses intéressantes. Par exemple, vous observerez, alors c'est pas moi qui l'ai observé, c'est quelqu'un de ce métier ici qui me l'a fait observer, c'est que le spectacle du vendredi soir tahitien vient en dernier. C'est pas quelque chose qui compte, qui semble compter énormément dans l'expérience. Sans doute dans l'instant, ça apporte beaucoup de joie, mais au moment d'écrire en quittant l'hôtel, c'est pas forcément l'élément qui était déterminant. Bon, les touristes, ils sont pas très sympathiques, hein. Ils sont très prosaïques. Hein. Petit déjeuner, le lit, le confort, l'accessibilité aux endroits. Au passage, c'est partout. Hein. Airbnb à Paris, toute la communication était faite sur la rencontre avec autrui. Et quand vous vous rendez compte sur quoi les gens évaluent un appartement, c'est même pas sur l'appartement lui-même. Là, ils n'ont jamais d'espérance là-dessus. Leur objectif, c'est de payer le moins possible pour pouvoir être logé. Faut se rappeler que dans l'expérience touristique, le logement, c'est un coût obligé, mais ça n'apporte aucune valeur. C'est tout le reste qui apporte de la valeur. Donc on supporte le coût, c'est tout. Dans un Airbnb, là, on est très clairement orienté vers faire en sorte que dans le budget voyage, l'hébergement soit la partie la plus petite. Si on pouvait dormir dehors, beaucoup le choisiraient. Confortablement, hein, bien sûr. Hein. Il y a toujours un niveau. Et donc le spectacle est un petit peu en retard, le voyage aussi. Donc on retrouve plutôt des éléments assez fondamentaux. Vous verrez que le rôle de la nourriture, alors c'est les fréquences de citation, la nourriture vient plutôt vers le haut, etc. Les adjectifs m'intéressent naturellement parce que c'est eux qui vont qualifier les expériences. On sait ce dont on parle, première colonne, comment on en parle, les adjectifs. Et puis les verbes, je me dis, tiens, ça peut être assez intéressant. C'est une idée, c'est l'idée de l'action, de qu'est-ce que les gens font. C'est un petit peu plus difficile à interpréter. Ça, c'est juste mon filtrage. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est filtrer tout mon contenu en ne gardant que ces éléments-là, plus tous les mots qui n'apparaissent pas. Et c'est ça que j'ai mis dans la machine pour obtenir le tableau précédent. Mais on peut faire des choses encore plus sympas. Et là, c'est vraiment de la grammaire. On va utiliser une technique qui s'appelle celle des dépendances syntaxiques. Donc l'idée, alors ça, c'est les spécialistes de linguistique qui construisent ce type d'arbre et de méthode pour automatiquement décomposer une phrase. Hein, donc là, ma phrase, c'est Bell, basé à Los Angeles, fait et distribue des produits électroniques, des ordinateurs et des produits de construction. Cette phrase ici a été représentée sous la forme d'un schéma. Chaque flèche va représenter une relation grammaticale. Il y a 55 ou 57 types de relations grammaticales utilisées par les linguistes. Et ce sont des relations universelles, c'est-à-dire que le modèle est valable, quelles que soient les langues. Hein, dans le travail des linguistes, il y a des gens qui travaillent sur des structures profondes de la langue. Donc ceux qui travaillent un peu en linguistique connaissent. Hein, vous avez la théorie de Chomsky, donc d'une grammaire générative. Donc l'idée qui est que le fait des langues est universel. Qu'on parle tahitien ou qu'on parle français, en fait, on parle la même langue, elle a la même structure générale. Après, il y a des variantes à l'intérieur, nationales, et on peut avoir effectivement des arbres qui correspondent à des langues particulières. Donc, en utilisant ces dépendances, on peut fabriquer de très très jolies choses, un petit collier de perles, à cette manière. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai utilisé un seul type de dépendance, les dépendances adjectivales, c'est-à-dire pour un nom propre, je vais chercher tous les mots, tous les adjectifs qui lui correspondent et qui lui sont liés, qu'ils soient accolés
Alors c'est là où il y a un petit peu d'intelligence artificielle dans ce type de modèle. Ce n'est pas moi qui ai construit le modèle d'intelligence artificielle, mais j'utilise l'intelligence artificielle qui a été incorporée dans ce modèle par notamment ici un centre de recherche très important qui s'appelle Stanford NLP, qui offre énormément de ressources pour faire ce type d'analyse. Et là, ben, vous avez... pourquoi ça a disparu? Oui, les qualificatifs des LEM, déjeuner et restaurant. Donc, alors, LEM, je précise, LEM, c'est le mot racine. Alors, je ne l'ai pas mentionné tout à l'heure, mais dans mon préfiltrage, je ne travaille pas sur le texte brut. En faisant l'opération précédente, je retiens les LEM, ce qui me permet de résoudre un énorme problème, qui est le problème des fautes d'orthographe. Il faut passer un peu de temps à lire les avis. Le français est au-delà de l'approximatif. Hein. C'est un français école primaire, hein, en moyenne. Donc, qui n'est pas forcément très lisible, même par un être humain. Donc, pour aider les machines à éviter d'avoir plein de variantes, juste pour la petite blague, par exemple, le mot opinion, dans un tiers des cas, s'écrit O-P-I-G-N-O. N. Donc on a ce genre de choses. Il y a un certain nombre de mots pour lesquels il y a une impossibilité totale de l'écrire. Oh, il y en a un qui est très rigolo ici, c'est l'agonarium. Il doit y avoir une dizaine de graphies disponibles. Des lagunariums avec un N, des lagoriums avec deux N, des lagogonariums. Enfin, on a un problème, par exemple, ici. Alors ça c'est intéressant, ce type de contenu. Ça permet de repérer les mots qui ne fonctionnent pas du tout, quoi. L'agonarium fonctionne à l'oral, mais manifestement à l'écrit ne fonctionne pas. Donc ce n'est pas un très bon mot pour une marque. En premier, bon, ça c'est un petit détail. Et donc là, ici, vous avez une idée de la façon dont on qualifie. Alors dans le restaurant, dans l'hôtel dont il s'agit, on a été surpris de voir ce mot principal. Et effectivement, à chaque fois qu'il y avait le mot restaurant, il était distingué de l'autre. L'autre est, on va dire, plus luxueux et gastronomique. Le premier est qualifié de principal par l'ensemble des touristes. Je ne sais pas si dans cet hôtel, on le qualifie de principal, mais en tout cas, il y a réappropriation par les consommateurs. Bon, là, rien d'étonnant, de surprenant. Et là, c'est la même chose, plutôt centré sur les commodités, donc sur hôtel et chambre, du beau, du standard, du panoramique, du spacieux, du grand, du confortable, de l'agréable, etc. Alors, il faudra regarder dans les petites perles, je n'ai pas mis en grand, c'est là où on aura les choses d'intérêt importantes. Alors là, on a un petit outil qui va nous permettre d'explorer des concepts, des idées un peu plus en avant. Bon, je vais passer là-dessus. Bah si, par exemple. Alors là, c'est des approches qui s'apporteraient, qui peuvent porter sur des aspects importants. Là, j'ai fait un petit test sur plongée, le terme plongée, de voir à quoi il est associé en termes géographiques. Bon, pas de plongée aux Marquises, je pense que personne ne sera surpris de ce genre de choses. Là, c'est juste pour vérifier. Et puis, je vais finir sur un dernier ensemble de méthodes là, qui sont très à la mode depuis quelques années, qui sont ce qu'on appelle la vectorisation des mots et qui permettent de faire des choses assez intéressantes. En fait, mes mots, je ne les utilise plus comme mots, je les code, ce sont des vecteurs dans un espace vectoriel pour ceux qui ont fait un petit peu de maths, mais dans des espaces très grands, 100, 200, 400, 1000 dimensions. Et ça permet de conserver la structure de relation entre les mots. La structure de relation entre les mots, c'est la corrélation. Deux mots vont être fortement corrélés s'ils apparaissent souvent au sein de la même phrase, du même texte, ou du même paquet de mots. Alors les techniques qu'on emploie, on fonctionne par paquet de mots. 8 mots, 10 mots, 20 mots. Donc on décline une séquence, on balaye la phrase et on va compter le nombre de fois où deux mots sont ensemble. Quand deux mots se retrouvent ensemble, très ensemble, c'est qu'ils n'en forment peut-être qu'un, comme puissance publique, par exemple, comme service public. Je dis c'est beau parce que je traite un autre corpus qui est le corpus du grand débat, donc 100 000 contributions. J'applique le même type de méthode. Hein. Et là, j'ai pas mal employé ce genre de choses. Donc ça, c'est juste une image de la projection de l'ensemble du corpus. Voilà, hein. Je transforme tout mon corpus en un grand tableau avec autant de lignes de documents et autant de lignes que de mots et autant de colonnes que les dimensions de mon espace. Et ça permet de faire des choses intéressantes, par exemple d'explorer le croisement de plusieurs concepts. Ici, je prends deux termes, Bora pour Bora Bora, ça a été raccourci, et lagon. Et je peux sélectionner dans mon modèle quels sont les mots qui sont les plus proches, les plus attachés, les plus corrélés à l'un et à l'autre, et éventuellement voir si
il y a des mots qui feraient la charnière et qui préciseraient le concept dont il s'agit. Là, dans mon exemple, manifestement, il y a peu de corrélation entre l'univers mental ou lexical d'un lagon et Bora Bora. Au passage, c'est relativement étonnant. J'aurais cru, moi, a priori, que Bora Bora s'identifiait au lagon. Manifestement, chez nos consommateurs, ça n'est pas tout à fait le cas. Et puis, c'est pour finir, à peu près. Eh bien, là, je décris le sous-espace du paradis. Alors, j'ai pris le mot paradis, puisque on compare souvent l'expérience polynésienne à un monde paradisiaque. Je me suis dit, c'est intéressant d'explorer ça, la représentation du paradis. Donc, j'ai essayé d'isoler les mots qui étaient le plus associés. Donc, c'est lagon bleu et île. Bon, les représentations des gens sont souvent d'une grande pauvreté, et effectivement, donc ça se limite à ces trois. Et puis, j'ai été rechercher tous les mots qui sont liés à ces trois mots et essayer de les représenter dans un même espace. Maintenant, aux analyses, de se pencher sur la carte, de regarder les mots et d'essayer de comprendre maintenant plus finement comment se construit l'idée du paradis dans le texte produit par les internautes. Je pense que je vais encore 2 ou 3 petits trucs, mais on va se contenter simplement de cette dernière slide. Voilà, je vous remercie.